Vous avez reconnu le thème, c'est notre café politique de ce vendredi 29 août, le dernier café politique du mois d'août, puis le premier avant la rentrée. Vous les connaissez, nos collaborateurs habituels pour ce segment, François Gravel, éditorialiste, responsable du contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour François. Bonjour Louis-Philippe, heureux de vous retrouver, surtout qu'on a encore du bon matériel politique à analyser là, aujourd'hui. Absolument. Entre une analyse de tout ça, puis qu'est-ce que vous allez mettre dans le lunch de vos enfants avec la rentrée scolaire qui s'en vient. Jacques Poitras, vous êtes journaliste de CBC à Fredericton. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour. Ça fait 13 degrés et nuageux ici, alors tu as raison, l'été termine. Oui, et on va commencer à parler des avis de gel bientôt. Mais écoutez, on ne va pas gâcher notre plaisir. Il faut profiter du moment. Premier sujet, d'ailleurs, on va parler de rentrée scolaire. Rentrée scolaire il y a tout le temps un thème chaque année pour les rentrées scolaires. Il y a 2 ans, on parlait de la politique 713. Là, cette année, on parle beaucoup de l'absence ou en fait du nombre moins élevé d'étudiants internationaux. Mais la rentrée scolaire cette année se déroule avec cette espèce de moment un peu bizarre de réduction budgétaire au niveau de Fredericton. C'est assez particulier parce que c'est des réductions budgétaires qui ont finalement, ça se retrouve devant un tribunal. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, François Gravel? Le gouvernement Holt s'est mis le bras dans un engrenage et là, il l'enfonce de plus en plus profondément. Je rappelle qu'à la base, on parle présentement de la mise à pied, de congédiement de bibliothécaires scolaires. Et le gouvernement n'avait pas demandé ça au début. Et ce qu'il a demandé au district scolaire, c'est d'effectuer des compressions budgétaires qui ne touchent pas la salle de classe. Et au moins 3 de ces districts scolaires-là, dont le district scolaire francophone du Sud, ont choisi de mettre à pied leurs bibliothécaires. Et le syndicat a contesté la décision. La Commission du travail et de l'emploi a donné raison au syndicat et le gouvernement a tenté de faire bloquer cette décision-là par un tribunal et il a perdu. Donc, il doit les réembaucher. Le ministre de la Justice, Rob McKee, a déjà fait savoir que son gouvernement, s'il perdait sa cause, ce qui est arrivé, va quand même congédier les bibliothécaires scolaires aussitôt qu'il pourra légalement le faire. La province se retrouve donc, alors que la rentrée scolaire approche, dans une lutte à finir, dans laquelle elle prend tous les moyens pour trouver une façon de congédier ces personnes-là. Pourquoi elle y tient tant que ça? Parce qu'elle a un déficit budgétaire qui continue de gonfler, qu'elle mise sur les économies qui vont venir avec ces mises à pied-là pour limiter les dégâts sur les finances publiques. Sauf que l'année scolaire est sur le point de débuter, puis il y a beaucoup d'incertitudes. On manque d'enseignants aussi. Au district scolaire francophone du Sud, on annonce déjà que 66 enseignants non certifiés seront en classe à la rentrée scolaire. Et maintenant, s'ajoute cette incertitude par rapport au sort des bibliothécaires scolaires qui, aux dernières nouvelles, doivent rentrer travailler maintenant. On ne sait pas pour combien de temps, mais là, pour l'instant, c'est le retour au statu quo. Mais dans certaines écoles, ils vont retrouver des locaux vides, les bibliothèques ayant déjà vidé tous leurs livres. Alors, ça ne va pas si bien que ça dans ce dossier-là. Ouais. Jacques? Oui, il faut souligner aussi qu'on a appris de ces congédiements en avril. Puis là, c'est la semaine avant la rentrée scolaire, puis on le discute, puis ça chicane encore. C'est parce que le gouvernement a imposé ces compressions budgétaires et que les districts ont coupé ces positions-là juste au moment que le syndicat négociait un nouveau contrat. Et la décision de la Commission du travail était basée sur le fait que ce n'était pas une négociation en bonne foi si le gouvernement coupait au moment qu'on négociait un nouveau entente collective, parce que le syndicat aurait pu peut-être essayer de mieux protéger ces emplois-là s'ils auraient su. Alors, le fait que ça a pris jusqu'à la fin d'août pour essayer de régler ça, et aussi que c'est un gouvernement qui s'est engagé dans la dernière campagne électorale à éviter d'aller en cours avec les syndicats du secteur public. Alors, c'est exactement où ce qu'on se trouve maintenant à cause de toute cette saga-là. Si les engagements électoraux sont moins importants que la réalité fiscale que les libéraux doivent affronter, ils devraient nous dire ça clairement. Intéressant. Un autre sujet aussi qui vont parler d'aller en cours, on va parler du dossier du bilinguisme de la lieutenant-gouverneur.
Ça aussi, c'est un dossier où, en regardant ça, on se pose la question dans quelle manière on peut mettre dans la même salle des députés francophones, anglophones dans un dossier comme ça. C'est peut-être un premier gros test politique pour Susan Holt au sein de son caucus, avec la députée Isabelle Thériault, qui est peut-être la première, la seule à dire à quel point elle trouve ce dossier-là difficile. Et Jacques, c'est intéressant parce que vous venez de publier d'ailleurs un article sur ce sujet-là, comment que ça met de la pression politique sur Susan Holt. Oui, mais je ne pense pas qu'on peut dire que les députés anglophones s'opposent à la concept ou appuient la position légale de la province avec enthousiasme. Je pense que c'est peut-être seulement qu'ils n'apprécient pas l'importance symbolique et politique de cette question pour les francophones du Nouveau-Brunswick. C'est très intéressant ce que Mme Thériault a dit cette semaine publiquement, que la lieutenant-gouverneure d'une province officiellement bilingue doit être bilingue. Elle n'a pas dit exactement si ce mot-là « doit » est dans le sens légal ou politique. Elle n'a pas vraiment dit grand-chose, mais elle a dit beaucoup plus que les autres députés libéraux. Et c'est la sorte de déclaration qu'on a vue dans le passé. Quand il y a une ministre ou une députée du gouvernement qui n'est pas vraiment d'accord avec une décision, mais qui ne veut pas aller trop loin avec ça. Maintenant, je ne compare pas cette affaire-là à la question de la politique 713 qui a affronté les PC, mais Susan Holt a vu comment une caucus divisée peut vraiment détruire un gouvernement. C'est arrivé en face, dans la Chambre, devant, juste à côté de où elle siège, avec le gouvernement de Blaine Higgs. Alors, elle doit être consciente que c'est pas facile toujours de balancer les différentes priorités et opinions dans une caucus, et c'est très délicat. La question de la lieutenant-gouverneur devrait pas être trop difficile. C'est pas comme être obligé d'engager une centaine de paramédicaux bilingues soudainement à cause d'une décision d'une cour. C'est pas aussi compliqué que ça. Mais c'est quand même important, et c'est pas seulement symbolique parce que la lieutenant-gouverneur est un élément essentiel de notre système constitutionnel. Alors, c'est un moment délicat et c'est absolument un test pour Susan Holt qui parlait beaucoup d'une équipe et inclure tout le monde dans les décisions, comment régler ce dossier. Et François Gravel, est-ce que ça vous a surpris que finalement, c'est la députée de votre coin, là, de Caraquette, qui est sortie du lot puis qui a manifesté un peu son inconfort par rapport à ce dossier-là? Elle a dit deux choses, en fait, Mme Thériault. La première, c'est qu'à son avis, le titulaire du poste, devrait toujours être bilingue. Il y a beaucoup de gens qui ont salué son courage pour avoir fait cette déclaration-là. Sauf que je rappelle que ce qu'elle a fait, en fait, c'est répéter la position officielle du gouvernement Hall dans ce dossier-là. Le ministre de la Justice, McKee, qui mène ce dossier-là, qui est la seule personne normalement autorisée à parler publiquement là-dessus, a déjà déclaré lui aussi que le gouvernement Hall a comme position que le lieutenant-gouverneur doit être bilingue. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il estime aussi, et c'est la position gouvernementale, que le gouvernement fédéral ne doit pas avoir l'obligation constitutionnelle de nommer une personne bilingue. Selon ma compréhension du dossier, selon ce qui a été dit publiquement, le caucus n'a pas été consulté au moment de la prise de décision. Après que la décision a été prise, là, le sujet a été abordé par le caucus et il y a des députés acadiens, au pluriel, là, qui ont fait part de leur opposition à la première ministre. Et dans la deuxième moitié de sa déclaration, la ministre Thériault confirme en quelque sorte qu'elle fait partie de ceux et celles qui ont fait part de leurs réserves à la première ministre Holt et au ministre McKee. Elle a déclaré avoir défendu les droits et les intérêts de sa communauté, qu'elle a tout fait, qu'elle a fait tout son possible pour être entendue. C'est très sensible comme déclaration parce que les discussions au caucus sont censées être couvertes par le sceau de la confidentialité. La ministre Thériault n'a pas franchi la ligne, mais elle l'a frôlé, on va dire ça comme ça. Et ce faisant, elle confirme qu'il n'y a pas unanimité dans le caucus. Il y a peut-être d'autres députés qui auraient voulu prendre la parole, qui ne l'ont pas fait parce que la directive du gouvernement est de ne pas parler. Et dans ce cas-ci, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas l'entièreté de la députation acadienne qui appuie cette décision-là de poursuivre la lutte devant les tribunaux. Et Jacques a dit le mot délicat, et c'est en plein ça. Et tous ces gens-là sont dans une situation délicate, y compris la première ministre elle-même qui doit gérer ce dossier-là, alors qu'il n'y a pas unanimité dans le caucus.
Votre café politique se poursuit. On s'intéresse à présent sur le sort de la circonscription de Miramichi-Ouest. Puis, Jacques Poitras, vous êtes intéressé à cette circonscription-là parce qu'on l'oublie, mais elle est vacante, même s'il y a eu des élections il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ça fait même pas un an que le gouvernement Holt a été élu pour la première fois. Oui, le député Mike Dawson a démissionné en mars pour se présenter au fédéral. Et c'est la deuxième fois que cette siège-là est vacante. C'était vacante pour 10 mois en 2021-2022 à cause de la même phénomène. Alors, c'est un total jusqu'à aujourd'hui de 15 mois en total pendant 4 ans qu'il n'y a pas de député. Nous étions là cette semaine pour voir ce que le monde pensait. Et on a parlé à du monde à Dogtown dans le stationnement de l'épicerie. Puis le monde est conscient, là. Ils comprennent que... qu'ils n'ont pas de députés. Ils ont dit nous n'avons personne à contacter quand il y a un enjeu provincial. Des maires dans la circonscription ont des projets qu'ils veulent poursuivre. Et ils attendent qu'il y a quelqu'un qui pourrait amener ces dossiers-là à Fredericton. On critiquait Blaine Higgs pour attendre longtemps à déclencher des partiels dans des circonscriptions qui étaient vues comme très, très libérales. Et Susan Holt risque d'être accusée de la même chose en attendant presque à la dernière minute. Elle a seulement jusqu'à la 25 septembre à le déclencher. Elle aurait pu le faire en mai, en juin, n'importe quand. Une autre chose, c'est que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut prendre pour acquis que cette circonscription très conservatrice va élire un député PC. Avec 3 ans qui restent dans le mandat libéral, les électeurs vont être tentés de peut-être choisir quelqu'un sur le côté du pouvoir qui pourrait influencer les décisions des ministres. Alors, on verra, mais ça s'en vient éventuellement. C'est un café qu'on sirote longtemps, Miramichi-Ouest. François? Ouais, je comprends pas, en fait, pourquoi la première ministre Holt tarde tant à déclencher des élections dans cette circonscription. Il vient d'être élu. Il est encore relativement populaire. Les progressistes conservateurs n'ont pas encore choisi leur nouveau chef. Ils sont dirigés par un chef intérimaire. Et même si les libéraux devaient perdre cette élection-là, ils jouissent d'une très confortable majorité à l'Assemblée législative. Une victoire ou une défaite ne changera absolument rien au rapport de force. Oui, l'été, c'est peut-être pas le moment idéal pour faire une campagne électorale. On croyait qu'à la suite des célébrations de la fête du Nouveau-Brunswick et de la fête de l'Acadie, qu'une date serait enfin annoncée. Ce n'est pas le cas. Miramichi-Ouest, oui, de tendance conservatrice, mais ce n'est pas un bastion imprenable non plus. Possible que Susan Holt ne soit pas pressée de faire entrer un nouveau député progressiste conservateur à la législature, mais bon, en même temps, quand on voit comment rapidement Mark Carney a déclenché une élection complémentaire pour permettre au chef conservateur Pierre Poilievre de revenir au Parlement, ça fait pas bien paraître le gouvernement Holt qui semble vouloir retarder le plus longtemps possible le moment où les électeurs de Miramichi-Ouest pourront élire un nouveau député, de la même manière que Blaine Higgs a fait la même chose à quelques reprises lors de son dernier mandat. Et on va aller maintenant avec vos cafés. Il vous reste 1 minute. François, quel café vous avez accordé cette semaine? Bien, café à Pierre Poilievre, justement, qui était à l'île du Prince-Édouard hier. Il s'est vanté d'avoir gagné le débat sur la tarification du carbone avec sa campagne Axe-Tax. Bon, quand on perd des élections fédérales, on cherche d'autres victoires. Dans ce cas-ci, il clame victoire pour ça. Et café corsé à Terre-Neuve, au premier ministre John Hogan, qui a reçu la visite du premier ministre du Québec, François Legault, cette semaine, à propos de l'entente de Churchill Falls, des élections qui s'en viennent très bientôt à Terre-Neuve. Et on promet ici que ce sera un référendum sur l'entente en question, mais ça va être corsé. Il y a des gens qui sont très opposés à cette entente. La question de l'énergie, ça demeure tellement pertinent. Et de votre côté, Jacques Poitras, c'est quoi vos cafés cette semaine? J'ai un café sucré pour la population de Shediac qui a appris cette semaine que la compagnie AIM a reçu une licence provinciale pour un centre de tri de ferraille dans le parc industriel de Scoudouc. Juste complètement par coïncidence, la même journée qu'ils ont perdu leur licence pour leur centre à Moncton. La ville s'est dit qu'ils n'étaient pas consultés. Alors, je pense que c'est un dossier qui va devenir très chaud peut-être dans les semaines qui s'en viennent. Il y a un café corsé et une petite boîte de jus de pomme pour le ministre de l'Éducation
Claire Johnson pour la OK. semaine prochaine, qui a parlé encore, j'ai fait un reportage cette semaine, du fait qu'il n'y aura pas de programme de dîner dans toutes les écoles universelles, paye ce qu'on peut, comme promis cet automne. On parle de suivre ce que les autres provinces fassent pour mieux comprendre comment ils gèrent ça. Il y a une révision à l'île de Prince-Édouard. Il y avait beaucoup de feedback négatif à Nouvelle-Écosse sur leur programme. Encore la même tendance avec ce gouvernement, des engagements électoraux qui étaient peut-être un peu plus compliqués à mettre en effet qu'on attendait. Ben voilà, ben merci beaucoup, messieurs, pour vos cafés puis pour ces analyses. Jacques Poitras, vous êtes journaliste de CBC à Fredericton. François Gravel, éditorialiste et responsable de contenu à l'Acadie Nouvelle. Merci, toujours un plaisir. Et moi, j'offre un petit café pour les parents, hein, parce que là, on recommence la routine scolaire. Donc, moi, j'offre le café, vous savez, à piston, là, on met le café avec de l'eau chaude, puis on pèse dessus, là, tranquillement, pas vite, comme un grand supplice. Puis ça fait un café qui est très, très fort, parce que pour bien des parents, ben, c'est le retour à la normale, là, finalement, la routine scolaire. Il faut recommencer à faire des lunchs et tout ça, s'habiller, puis prendre l'autobus à telle heure. Alors, vous allez avoir besoin de bien de la caféine au cours des prochaines semaines. Alors, je vous souhaite un bon café comme ça là, qui va vous garder réveillé pour que vos enfants se rendent en toute sécurité à l'école.